Bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Culture. Son nouveau spectacle s'intitule Hexagone. Fari, le premier humoriste produit par Netflix en France, utilise le stand-up au service d'un message de tolérance. Il est en tournée dans toute la France et passe par Marseille, samedi 2 février, où vous pourrez le retrouver au Dôme. Bonjour Fari. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Alors ce nouveau spectacle Hexagone, il s'est joué à Paris, au Comédia, du 17 octobre au 1er décembre. Comment le public l'a accueilli ? Faut leur demander. Hein. Ça a été très bien. Je m'attendais à être un petit peu attendu du coup au sortir du spectacle qu'on a mis sur Netflix. Et puis ils ont vachement été au rendez-vous. Il y a une écoute qui est assez particulière au regard de la thématique. Et ça a été plutôt rempli ces 27 dates. Et quel a été le déclic finalement pour présenter ce deuxième projet? Je crois qu'il y a eu une immersion en Afrique. Ouais, il y a eu l'urgence de s'améliorer aussi. L'urgence de s'améliorer, les loyers à payer, Non, il y a eu une volonté de remonter vite sur scène parce que d'abord la peur de la lassitude du spectacle d'avant. Et puis en fait, je suis remonté vite parce que ça s'est écrit naturellement. J'ai eu ce séjour où je suis parti en effet en Afrique, où j'avais l'impression de perdre mon temps parce que je jouais devant un public de comité d'entreprise finalement, et qui était vachement dans une demande d'efficacité, alors que moi je cherchais du fond. Et j'avais l'impression de me perdre un petit peu. Et au final, ça a plutôt travaillé mon écriture et je me suis rendu compte de la cohérence de tout ce que j'écrivais. Et puis ça a été plutôt naturel. Quand je suis rentré, je me suis dit, j'ai gagné un début de spectacle et un bronzage. Vous y étiez avec Jason Brokers, qui est une des figures, un des modèles un peu pour vous? Ouais, complètement. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que Jason, c'est un petit peu... il est arrivé à la scène seul, mais j'ai vraiment travaillé son arrivée sur scène. On a travaillé ensemble. Je lui ai appris beaucoup de ce métier. Et aujourd'hui, j'apprends beaucoup en le regardant lui. Ok, c'est un bel échange. Ouais. Alors justement, dans ce spectacle, vous abordez des thématiques assez fortes. Il n'y avait pas forcément d'idée de départ, mais finalement, on parle beaucoup d'identité. Il y avait une idée de départ. Ouais. La volonté, c'était justement de parler de l'identité au sens large, de ce qu'est se construire une personnalité, d'où ça vient, comment ça se crée. Et en fait, par là, on s'est rendu compte que du coup, ça parlait de qu'est-ce que c'est que d'être français, qu'est-ce que c'est que de grandir en France, et qu'est-ce qui fait qu'on a tous plus ou moins le même parcours. Et donc, du coup, le fil conducteur, c'est l'identité française et moi, mon rapport intime à la France. Alors justement, on va regarder un petit extrait, on en parle. Ah, enfin. Et nous, en tant que Français, quand on se retrouve en piéton face à un feu, on se dit, alors, en tant qu'être humain, je ne vois pas pourquoi j'obéirais à une lumière. C'est une lumière, chérie, ça clignote, c'est une lumière. Ta mère, la diode, voilà ce que j'ai envie de te dire. Ouais. Alors vous parlez de votre rapport à la France, on parlait aussi des femmes, des tatouages, c'est très, très vaste. Ouais, parce que j'essaie de faire que ce soit pas... Déjà, en interview et tout comme ça, quand on parle des sujets, ça a l'air très sérieux. Ouais. J'essaie de faire que ce soit pas anxiogène aussi. Et l'idée, c'est d'amener tout le monde de manière naturelle à parler de sujets à débat. Et dans mon idée, le tatouage, ça parle aussi d'identité. C'est comment je me réapproprie mon corps, comment je décide de l'esthétisme de mon corps. Ça parle aussi de religion parce que c'est l'identité aussi d'un pays. Est-ce qu'on croit ou pas? C'est aussi ces questionnements qu'il y a aujourd'hui dans le débat public. C'est est-ce que la présence d'une religion qui ne fait pas partie historiquement de la France gêne à l'image de la France? Est-ce qu'on est moins français si on accepte ça dans nos vies? Et donc, on se rend compte que parler d'identité, c'est parler de plein de choses qui sont liées à une personne. Mais tout ça avec beaucoup de blagues. Hein. C'est ça, oui, parce que drôle, hein. On est dans une période pas facile, c'est Ouais. vrai, au niveau contexte. Et justement, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission Ah non.
Non, je laisse ça aux prophètes, au Messie. Moi, j'essaie de faire de l'art. J'essaie de faire de l'art et de raconter quelque chose. Je n'ai pas la prétention d'avoir une influence sur le genre humain. Des solutions. Ou sur la société, ou même des solutions. Mais c'est plutôt des questions. Moi, j'essaie d'aller sur la performance que c'est. Ouais. Et je pense que des gens... c'est pour ça qu'en rigolant, je dis Messie. Je pense qu'il y a des gens qui ont dans leur charisme, dans la portée qu'ils ont, dans la portée qu'a leur parole, comme on a eu les Gandhi, les Mandela, Barack Obama il n'y a pas longtemps, dont on peut remettre en cause la politique, mais dont l'image, l'aura, le charisme fait beaucoup plus, dont le discours marque les gens, et ça devient des symboles. Et je pense que le seul exemple qu'on peut avoir ici en France, qui est à ce niveau-là, c'est Jamel Debbouze, qui, toute proportion gardée, aux États-Unis, dans la musique, il y a des figures fortes comme Bob Marley, comme John Lennon, comme Michael Jackson à son époque. Et je pense que dans l'humour, en France, Jamel Debbouze a cette aura qui dépasse les limites et de l'humour et de l'art, parce que ça devient une icône et le représentant de quelque chose. Le Jamel Comedy Club, justement, pour vous, a été important à un moment? Ça a été la confirmation d'une envie. Ouais. J'étais d'abord dans l'envie, le fantasme, parce que je regardais beaucoup Eli Kakou, qui est de Marseille d'ailleurs à la base. Et j'étais vraiment pris dans l'humour, dans la chaîne comédie, tout ça, ça m'intéressait vachement, on me poussait vachement à ça. Et le Jamel Comedy Club, ça a été la confirmation, la petite poussée en plus qui m'a fait me dire ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Parce qu'on dit que votre écriture est justement assez fine, jamais vulgaire. Il y a toujours elle est vulgaire, mais ouais. Subtilement. Mais on sent sur scène que vous avez envie de prendre le temps, ouais. Voilà, pour dérouler vos personnages, vos situations. Parce que je suis aussi dans une culture du théâtre. Moi, je pense que ce que je maîtrise, c'est pas tant le rire ou les sujets de fond, mais la scène. Ouais. Je suis un homme de scène parce que un peu égocentrique. Vous êtes passé par le cours Florent notamment, ouais. Et justement, en quoi voilà, toutes ces étapes-là vous ont aidé sur scène? Est-ce qu'il y a encore le trac ou pas avant une première scène? Le trac, il n'y a plus parce que justement, j'ai compris très tôt que la scène, c'était quelque chose une chose avec laquelle j'étais très à l'aise, et c'est l'endroit en fait où je me sens le plus sûr de moi. Donc partant de là, pour moi, c'est comme rentrer dans un bain. Et le public, il y a ce jeu aussi où il y a de la spontanéité. Hein, le spectacle, il change aussi, j'imagine, selon les publics un peu. Alors non. D'accord. Il ne change pas dans le texte, il ne change pas dans les interactions, mais il change dans la discussion. Parce que moi, ce que j'essaie de faire, et c'est aussi le propre du stand-up, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de réussir à créer cette conversation. C'est ça qui est intéressant et qui est savoureux dans un spectacle de stand-up, c'est qu'on a beau être dans une grande salle, on a le sentiment de discuter directement avec la personne qui est sur scène, alors qu'on est des centaines, voire des milliers. Et là, tout le truc, c'est de se dire, c'est le même spectacle, comme une pièce de théâtre, ça ne va pas bouger, mais chaque soir, ça va être différent parce que l'échange, la réception va être un peu différente. Justement, pour vous, ça a commencé, vous commenciez à écrire, vous aviez 10 ans, ou c'est venu comment les premiers textes? En fait, les premiers textes, la première fois que je monte sur scène, c'est un sketch de Jamel Debbouze que je joue. C'est pas si facile à dire finalement. C'est un sketch de Jamel que je joue sur scène. Et très vite, je commence à écrire, ça vient naturellement. Très vite, je commence à écrire, à tester des choses. Et donc, les premiers textes, c'est à l'âge de 11 ans. Il y a des profs qui vous ont soutenu aussi après Qui m'ont poussé, quand j'étais... on m'a exploité très jeune, finalement. Ça a commencé à 11 ans, ça a continué. Je m'en rends compte là. C'est ma prof en seconde, de ma deuxième seconde, d'ailleurs. J'en ai fait 2 parce que j'avais bien aimé. Et cette prof-là, elle m'a poussé elle m'a mis dans la tête que ça allait être réellement mon métier, que ça pouvait le devenir.
Il y a eu un moment dont on parle beaucoup, c'est le concert de Lauryn Hill, là, il y a quelques mon Dieu. mois, où vous avez dû assurer finalement... Est-ce qu'on peut couper? c'est ça, faire passer un peu le temps, en fait, en attendant qu'elle vienne chanter. C'est pas ça. Et ouais, c'est pas ça, alors. Ouais, c'est pas du tout ça. Ça qui est fou. Les gens, c'est incroyable le monde d'Internet et du coup, la proportion que ça peut prendre dans les médias parce que, en fait, on se rend compte que c'est une volonté des gens d'aller chercher quelque chose de négatif et de créer de l'exceptionnel et du drame, comme si on était attiré par ça. Parce que le lendemain, j'ai vu aussi beaucoup d'articles sur le fait qu'elle était très en retard, c'était pas bien et tout. Le lendemain, elle fait un concert exceptionnel et personne n'en parle. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout ça. Moi, je suis la première partie, tout simplement, Ok. de Lauryn Hill. Et à la base, je devais même être la seule première partie. Sauf que, vu que l'organisation, c'était entre l'Angleterre, les États-Unis et la France, parce qu'il y a des régisseurs qui sont britanniques, la production est américaine, mais on est à Bercy, et ben, il n'y a pas d'annonce. Ils n'annoncent pas entre les premières parties. Il se trouve qu'avant moi, ils ont mis 2 premières parties plus un DJ. Et donc, moi, je devais avoir ce qui, normalement, est la meilleure place, c'est-à-dire juste avant l'artiste. Ouais. Sauf que, vu qu'elle est réputée pour être en retard et que les gens qui sont là savent qu'elle va être en retard, ce qui normalement devrait être l'inverse. Hein. Si tu sais qu'elle est en retard, bah, tu n'es pas énervé, tu le sais. Ouais. et du coup, moi, quand j'arrive sur scène, ils sont en train d'attendre Lauryn Hill depuis 1 heure. Et ils pensent que je viens comme ça, que je suis sûr. Mais ça n'existe pas, ça, dans la vie. On est à Bercy. Personne dit, il y a quelqu'un qui veut monter sur scène, ça n'existe pas. Ouais. Et donc, eux, ils ont cru ça. Et au final, au début, les gens ne sont pas contents, ça a eu. Et moi, je reste entre 8 et 10 minutes sur scène. Donc, il y a eu des moments de rire. Je crois que je suis 6-7 minutes sur scène. Il y a eu des rires. Et il y a 30 secondes qui ont été mis sur Twitter. Et ça suffit pour se dire c'est ce qui s'est passé. Ouais, donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger oui, effectivement, voilà, de prendre un moment T, une situation et de ne pas savoir le Oui, parce contexte. que du coup, on fait dire ce qu'on veut à une image, à un moment. Et moi, en sortant de scène, je le vis très très bien. Ouais, Parce que quand j'y vais, je sais que ça peut se passer comme ça. C'est mon métier. Et en sortant de scène, c'est le fait que ça a été relayé comme ça et que je reçois des appels presque comme si ma mère était malade, quoi. J'espère que ça va aller, je suis avec toi. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et derrière tous les articles, c'est là que je commence à sentir qu'il se passe un truc, alors que moi, j'ai vécu ce qui est mon métier au final. Je suis monté sur scène, les gens n'étaient pas prêts à me recevoir, je me suis un peu battu contre le public et puis je suis ressorti. C'est un soir sans, quoi, mais je l'ai pas mal vécu du tout. Ok. Et si c'était à refaire demain, j'y vais, je le refais. Bon, bah, tant mieux alors. Marseille, donc vous êtes là le 2 février. Est-ce Ouais. que vous connaissez la ville et le public marseillais? Alors la ville, non, mais le public marseillais, je le connais très bien. Vous l'appréhendez? Ils sont fous. Ils sont fous. C'est l'un des meilleurs publics auxquels j'ai été confronté dans ma vie. Je ne l'appréhende pas. Non, c'est toujours un moment... Le seul truc que je peux appréhender, c'est de me sentir trop marrant. Parce qu'en sortant de ça, on se dit « Waouh, le spectacle est trop bien ». Parce qu'ici, c'est vraiment... En termes de public, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Ils ont envie de rigoler, ils ont envie de passer une bonne soirée. Ils participent à la soirée par leur rire, par leur réception. C'est la première fois que je suis venu, à un moment donné, dans le spectacle. Je crois que c'était pendant l'une des premières parties. À un moment donné, il y a un mec de la salle, il y avait un match de l'OM, et il y a un mec dans la salle qui a dit « Il y a un but pour l'OM !» Et tout le monde « Ah !» Et puis ça a repris le spectacle. Excellent. Ouais. Mais on serait ravis en tout cas de vous voir donc, sur la scène du Dôme le 2 février. Vous venez alors? Eh ben oui, avec Ok. grand plaisir. Ok. Merci Farid d'avoir été avec Merci nous. à Donc, vous. Hexagone le 2 février au Dôme. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Très belle soirée à tous.